Mais ma question s'adresse à Raël, c'est au sujet de l'immortalité dont tu as parlé au tout début de ton exposé. Tu as beaucoup insisté sur l'immortalité, mais je pense qu'il faut quand même faire une nuance entre l'immortalité et l'éternité, dans le sens que j'imagine mal des êtres humains qui seraient jamais mortels. Par contre, le fait de mourir un jour et d'être recréé grâce au clonage éternellement, je crois qu'il faut faire une nuance, et je crois que c'est important pour le public qu'on fasse la différence entre les deux. Avez-vous une question? Est-ce que c'est ça, c'est que quand Raël parle d'immortalité, est-ce que c'est vraiment possible qu'on soit immortel, ou alors simplement qu'on meure et qu'on se recrée éternellement? Je dirais que c'est pas très très important. L'important, c'est déjà d'envisager de vivre plus longtemps, par n'importe quel moyen. Je suis assez d'accord avec le docteur Sid là-dessus. Par n'importe quel moyen, de pouvoir arriver à ce que nous sommes, notre identité, puisse exister plus longtemps déjà, et pourquoi pas pour toujours. Est-ce que c'est par des techniques où on est, et c'est ce sur quoi il travaille, il vous en parlera sûrement tout à l'heure, de rajeunissement pour vivre, d'après lui c'est possible, pourquoi pas éternellement, ou d'être immortel, ou si c'est des techniques qui permettent de prolonger la vie pendant un certain nombre de siècles, pourquoi pas. Et ensuite, au bout de ces certain nombre de siècles, comme les Elohim que j'ai rencontrés, pourquoi il n'aurait pas le droit d'exister, ce petit frère jumeau ou cette petite sœur jumelle que j'ai jamais eu? C'est très beau, c'est très poétique et très beau et très romantique comme vision. Donc c'est ça. Pour l'instant, ce n'est que ça. On fait un bébé. Si on prend ce bébé et qu'on le place en Chine et qu'on le fait élever par des Chinois, il ne comprendra rien du québécois, et puis il sera complètement différent culturellement, et il y a des expériences très intéressantes là-dessus qui ont été faites sur des frères jumeaux séparés à la naissance, dont sûrement ils vous parleront un peu plus tard. Ça, c'est très primitif comme vision, c'est juste, encore une fois, notre niveau qui est très primitif. Le niveau des Elohim, ils vont un peu plus loin, c'est le niveau suivant, ils utilisent une technique. Alors là, les gens vont rire, bien sûr, comme ils riaient il y a 27 ans, quand je parlais du clonage. Là, ils vont rire de ce que je dis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir être capable un jour de cloner un être directement adulte. Et ça va venir plus vite qu'on le pense, par un processus que les Elohim ont découvert qui s'appelle, ils ont 25 000 ans d'avance sur nous. Essayons même pas de comprendre, mais on peut essayer de rechercher. C'est Accelerated Growth Process, ou processus de croissance accélérée, qui fait qu'au lieu de faire un petit bébé, on va créer un être humain qui sera exactement comme nous et directement adulte. Et là, c'est très différent. Mais qui sera comme une cassette vierge. C'est-à-dire, il n'aura pas de connaissance, pas de mémoire, rien. Ce sera un être humain vierge, nu et sans personnalité et sans mémoire. Mais le processus suivant, c'est la troisième étape, c'est quand on va être capable de transférer dans cette cassette vierge, en quelque sorte, ce support qui est directement un adulte d'une vingtaine d'années, 22 ans si ça fait plaisir au Dr Sid, moi je dis que c'est au général autour de 17 ans, et là, quand on est prêt, je préfère être plus jeune, mais quand on voit qu'on est sur le point d'arriver à la mort, on transfère toute la personnalité et la mémoire, exactement comme vous pouvez prendre deux ordinateurs et transférer tout ce qui est sur le disque dur d'un sur l'autre. Eh bien, on est capable de transférer ce qui est dans notre disque mou, c'est-à-dire là, dans l'autre. Et à ce moment-là, on peut laisser mourir le support, et dans l'autre corps, il y a notre mémoire, notre personnalité, et on continue d'exister dans un corps nouveau. C'est ce qu'ils font eux. Est-ce que c'est être éternel? Il se posera la question de qui va y avoir droit. Et on va devoir décider. Qui va devoir décider? Il y aura probablement à ce moment-là la nécessité d'avoir des comités d'éthique, parce que il y a des gens qui veulent mourir. Ils disent comment vivre éternellement? Il faut laisser la place aux jeunes générations. Bravo! S'ils pensent ça, moi, quand on me dit, mais moi je trouve que c'est pas normal, c'est normal de mourir. Je dis, mais mourrez. Moi je veux pas. Mais j'oblige personne à faire comme moi. Je veux dire, si vous voulez mourir, mourrez. Mais s'il y a des gens qui ont envie de vivre éternellement, si on aime, c'est sûr que si la vie est triste, si on n'aime pas la vie, si on vit en... Merci Raël. Monsieur Raël, vous avez dit tout à l'heure que l'homme ne doit pas coloniser d'autres planètes. Vous savez, d'autres galaxies. Alors, le Soleil, à un moment donné, il y a une fin. Je vais bien croire que c'est dans 4 milliards d'années environ. Mais si on existe toujours, à un moment donné, il faut aller ailleurs. Parce que la galaxie va avoir une fin.
C'est ma question. Oui, ça c'est, encore une fois, c'est une vision de l'univers qui est celle de nos scientifiques actuels, qui sont, encore une fois, extrêmement primitifs, qui croient à l'évolution, qui croient que la galaxie a une fin et qui croient que notre Soleil a une fin. C'est pas du tout ce que nous pensons. Et c'est pas du tout notre philosophie. Donc, cet endroit où nous sommes, la Terre, contrairement à ce que certains scientifiques disent, existe depuis toujours et pour toujours. Et si un jour il y avait un accident cosmique qui faisait que ça devienne dangereux, il serait toujours temps de choisir une planète vierge et d'y aller éventuellement. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Mais ça ne veut pas dire coloniser. Ça veut dire à ce moment-là prendre des vaisseaux spatiaux et aller ailleurs. Mais coloniser, c'est se développer, faire de plus en plus d'enfants et aller tout d'un coup envahir partout, comme ça s'est fait avec les Européens qui ont envahi l'Amérique et puis qui ont envahi un petit peu tout. C'est une vision colonisatrice et qui forcément cherche à prendre la place d'autres ou à réduire un esclavage d'autres. Et c'est pas celle du respect des autres ou des autres formes de vie. Alors je pourrais vous parler longtemps du respect des autres formes de vie et des différences. Il y a dans l'univers un nombre infini de planètes habitées. Et on a énormément de progrès à faire quant au respect des différences. Alors sur Terre, on a du mal à accepter des gens qui ont une couleur de peau différente ou qui ont une sexualité différente. Imaginez si on voit arriver de l'espace des êtres qui ressemblent à des mouches ou qui ressemblent à des crabes. Imaginez les mariages mixtes comme ils seraient très mal vus. Alors, et c'est pour ça que c'est important de commencer doucement à aimer les gens, à respecter les autres quand ils ont la peau simplement d'une couleur différente, quand ils ont une sexualité différente, à pas être anti-homosexuel, et à commencer progressivement à comprendre qu'il faut aimer des êtres conscients, quel que soit leur aspect physique. Et ça va très loin, mais il faut y aller doucement. On ne pourra peut-être pas tout de suite prêt à aimer des gens avec un visage d'araignée qui viennent de l'espace. Il y en a. Je vous rappelle que les araignées trouvent la femelle extrêmement séduisante, comme nous trouvons nos compagnes séduisantes, mais c'est juste une question d'ouverture d'esprit, de se dire, vous vous rappelez de ce film merveilleux qui était E.T., cette espèce de petit gnome monstrueux, à un moment donné on le trouve beau parce qu'il dégage, et la conscience est ce qui devrait nous rendre plein d'amour et de respect, beaucoup plus que la beauté plastique et physique. Merci Raël. Bonsoir, c'est une question pour Raël. C'est peut-être une question un peu personnelle, puis en même temps, je pense que un des problèmes du clonage que les gens me donnent souvent comme objection, c'est que oui, c'est vrai, mais ça ne sera jamais moi-même. Ça va être seulement une copie de moi. Puis là, j'essaie de leur expliquer, ouais, mais même ta personnalité va être placée dans le clone. Non, ça ne sera pas moi, ça va être une copie. Je sens que les gens ont l'importance de dire « je suis ». Puis qu'automatiquement, qu'ils sont morts, s'il y a quelque chose d'autre après, c'est plus « je suis », c'est quelque chose d'autre. Puis j'ai de la difficulté à leur expliquer ça. Puis moi, je pense que ça va nous faire comprendre quelque chose de voir un clone, puis de pouvoir transmettre la personnalité dans le clone. Puis toi, c'est peut-être un peu ça en même temps ma question. Toi, tu as vu ce que c'est un clone. Qu'est-ce que ça fait sur la notion du « je suis » de voir un clone? Merci. Je pense que c'est personnel. On est tous différents. Et comme un grand philosophe l'a dit, on peut être 10 personnes à voir la même chose et on va voir 10 choses différentes. Parce qu'on a tous des perceptions différentes, on a tous des sensibilités, des éducations différentes. Et on le voit facilement. On met un objet ici et 10 personnes le décrivent et c'est 10 descriptions différentes. Donc, c'est pas très important. Les gens qui sont vraiment pour le fait de survivre vraiment eux-mêmes, peut-être qu'ils aimeront le projet du Dr. Seed, qui est le rajeunissement et le fait d'exister plus longtemps. C'est un choix possible. Il y a d'autres personnes qui peuvent accepter. Mais je pense qu'il faut replacer le problème du clonage. C'est une façon d'envisager la vie éternelle.
C'est également une façon, dans l'immédiat, tout de suite, parce qu'on n'est pas encore ni aux techniques de processus de croissance accélérée, ni tout de suite aux techniques qui permettent le transfert de personnalité et de mémoire. Mais par contre, moi, ce qui me passionne, ce qui me touche, parce que je trouve que c'est merveilleux de pouvoir donner de l'espoir, du bonheur et de l'amour à des gens, il y a des couples sur Terre qui ont épuisé tous les moyens possibles et imaginables pour avoir un enfant, et qui n'y arrivent pas. Et la seule possibilité qu'il leur reste, c'est par le clonage. Ça peut être des couples stériles, ou ça peut être, et pourquoi pas, des couples homosexuels qui ont envie d'avoir un enfant qui ressemble à un des deux. Quand on s'aime, on a parfois envie que ça soit un mélange des deux, ou que ça soit un des deux. C'est très beau comme sentiment amoureux de vouloir avoir un petit être qui ressemble à un des deux, ou qui ressemble aux deux. Par la technique du clonage, des couples homosexuels peuvent avoir un enfant qui va ressembler à un des leurs si on en a envie. On peut dire que c'est mieux d'adopter. Oui, c'est facile à dire quand on est hétérosexuel et quand on est capable d'avoir des enfants. Mais c'est une liberté individuelle, et là je trouve que Randolph Ficker l'explique très bien, la liberté individuelle des gens d'avoir le choix. Je veux adopter un enfant. Oui, je veux en avoir un. Physiquement, j'en ai pas les moyens, mais par le clonage, j'en ai un moyen. C'est une liberté individuelle. On ne peut pas forcer les gens à adopter un enfant quand ils en veulent un. Sinon, il faut forcer tout le monde, même ceux qui sont hétérosexuels, à ne plus avoir d'enfants et à seulement en adopter. Mais sinon, c'est de la discrimination. Dire les couples homosexuels, adoptez-en. Les couples hétérosexuels, vous avez le droit d'en faire. C'est de la discrimination. Et là, c'est important d'avoir une société qui est égalitaire, de donner les mêmes droits à tout le monde. Et si on veut vraiment respecter les différenciations d'orientation sexuelle, c'est une part importante, le fait de pouvoir permettre aux couples homosexuels d'avoir également des enfants. Et je pense que je regrette un peu qu'il n'y ait pas de questions qui soient posées à Randolph Ficker. J'espère qu'il va y en avoir une ou deux. Apparemment, vous avez aimé la soirée. Et j'espère que vous aimez aussi mon idée de refaire ça sur tous les sujets d'actualité d'actualité scientifique, auxquels les médias, toujours pour vendre du papier bien sûr, et du taux d'écoute, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, vont forcément dire du mal. On le sait. C'est bon de le savoir parce que on peut commencer à se préparer. Parce que des inventions, des nouveautés qui vont nous aider à avoir une vie plus harmonieuse, il va y en avoir. Il y en a un nombre, encore une fois, infini à venir, et un nombre très limité qui a été découvert. Et vous savez d'avance que les médias, à chaque fois, vont faire peur. Parce que ça leur permet de vendre du papier, ça leur permet de vendre leur soupe. Donc en le sachant, on peut se préparer. Et on peut, en être humain conscient et intelligent, chaque fois qu'il y a une nouveauté, au lieu de lire la soupe des médias, s'informer réellement. Aller voir en parlant aux véritables personnes qui s'occupent du sujet, en allant voir à la source ce qu'il y a vraiment, au lieu d'écouter la soupe des médias. Ça, c'est la première conclusion. Informez-vous vraiment, au lieu... Parce qu'on est dans une époque où on ne fait pas d'information, on fait de l'info-émotion. C'est-à-dire qu'on n'informe pas les gens sur tout ce qui se passe. Et c'est particulièrement scandaleux et d'actualité de parler de ça avec ce qui vient de passer, ce qui se passait au Kosovo et ailleurs. C'est la même chose. Grâce à, malheureusement, il y a des bons côtés aux États-Unis, il y a des mauvais côtés, comme CNN par exemple, qui se met à transformer l'information en émotion. Alors vous avez vu les titres, c'est comme Hollywood, c'est attaque sur le Kosovo. C'est grave, c'est des bombes qui tuent des gens. C'est des bombes qui tuent des gens. Alors on fait des très très belles images qu'on voit à la télé où il y a on dit des attaques chirurgicales. C'est épouvantable parce que ça n'existe pas les attaques chirurgicales. Et on voit une bombe qui part, c'est très très beau, elle se dirige vers un building, le building explose, regardez comme on est brillant et comme on est intelligent. Non, attendez voir, montrez-moi ce que ça fait en arrivant. C'est ça que je veux voir, moi. Je veux voir les ventres qui s'ouvrent, parce que c'est ça que ça fait, les armées et les bombes. C'est ça que ça fait, et c'est vendu, et c'est accepté, et tout le monde trouve ça merveilleux. Et c'est de l'info-émotion, c'est pas de l'information. L'information, c'est de montrer la bombe qui part,
et ce qu'elle fait quand elle arrive. Parce que ce qu'elle fait est monstrueux. Alors elle tombe sur des réfugiés. On dit que c'est des dommages collatéraux. C'est très gentil d'être appelé dommage collatéral, mais quand on a reçu une bombe sur la tête et qu'on voit ses enfants qui en reçoivent une, ça fait toujours plaisir d'entendre que ce n'est qu'un dommage collatéral. Mais c'est dégueulasse. Et c'est monstrueux. Et c'est fait par des pays soi-disant civilisés qui au même moment se scandalisent que le Dr Sid veuille cloner un bébé. Wow! Réveillez-vous! C'est la confusion mentale pure et simple. La tuerie est légalisée, magnifiée par des médias qui veulent vendre de l'émotion et qui ne font pas d'information. Et la science de la vie, la science qui, elle, veut améliorer le sort des êtres humains, veut faire en sorte qu'on ne soit plus malade ou handicapé, de faire repousser des jambes aux gens à qui il en manque une, car ça va être possible par le clonage, de rajeunir les gens pour qu'ils soient plus séniles, baveux et affectés par cette épouvantable chose qui est l'âge, tremblotant. C'est possible par la science, mais ça c'est grave, c'est dramatique, c'est considéré comme criminel. Réveillez-vous, nous sommes à l'époque de la confusion mentale entretenue par les médias qui ne font pas d'information mais qui font de l'info-émotion. Et si vous pouvez déjà commencer à poser un œil critique sur les médias que vous lisez, et vous savez à quel point les médias que vous lisez, de la même façon qu'ils disent du mal des chercheurs et des scientifiques, de la même façon qu'ils ont dit du mal des homosexuels dans le passé, maintenant disent du mal des sectes. Ah, c'est des sectes, c'est un mot là, hein, c'est des sectes. Et ils vont à la messe en étant persuadés qu'ils sont des bons chrétiens. Mais comment appelait-on les premiers chrétiens ? La secte qui suivent le Nazaréen, la secte du Nazaréen, parce que Jésus venait de Nazareth. Quelle différence il y a entre une secte et une religion ? Une secte, elle est appelée secte aussi longtemps qu'elle est minoritaire, et dès qu'elle devient majoritaire, elle devient une religion. Pourquoi ? Elle n'a pas changé de valeur, simplement elle est devenue majoritaire. De la même façon que le Dr Sid nous expliquait tout à l'heure les 4 niveaux d'acceptation des découvertes scientifiques, ces 4 niveaux s'appliquent également aux religions. De la même façon. Au début, ça choque tout le monde. Qu'est-ce que c'est ? C'est scandaleux. Après, les gens vont se désintéresser, puis finalement, ils vont dire, mais bien sûr. Après, c'est 4 étapes. C'est la même chose face à la science que face à la religion. Mais moi, je vous prédis quelque chose, et c'est un prophète qui vous le dit. Le raélisme est là pour très longtemps. Ne vous attendez pas à un suicide collectif. Nous ne vous ferons pas ce plaisir. Il va falloir apprendre à vivre avec nous. Et il va falloir également se rendre compte que, et l'avenir nous le dira, que la planète aura bientôt une religion qui, elle, est en faveur de la science. Et qui est la science. Et je vous prédis que le raélisme va devenir la religion dominante dans le siècle qui vient. Pourquoi ? Parce qu'elle, chaque jour qui passe, comme je l'ai dit au début, nous donne raison. Et chaque jour qui passe vient couper l'herbe sous les pieds des religions moyenâgeuses. Mais je voudrais dire que ça ne veut pas dire qu'il faut nier les apports de Jésus, de Bouddha, de Moïse et de Mohammed. Car Mohammed a dit le sang d'un scientifique est plus précieux que le sang de 100 prophètes. Et donc l'enseignement de Mohammed était très beau sur ce plan-là aussi. Et Jésus, s'il était là aujourd'hui, serait du côté du Dr Sid. Mais évidemment, les églises et ce qu'on en a fait sont très différentes. Jésus, s'il était vivant aujourd'hui, serait du côté des homosexuels qui souffrent, parce qu'ils sont discriminés encore partout sur la terre. Il était toujours du côté de ceux qui souffraient. Et c'est par ça que je voudrais terminer. La science vient pour nous expliquer que génétiquement, on est homosexuel. La science vient pour alléger les souffrances des hommes. Et jamais les grands prophètes n'ont souhaité que les hommes souffrent. Au contraire, ils ont souhaité qu'il y ait plus d'amour, plus de compréhension et plus de respect entre les êtres humains. Et c'est ça le côté religieux de la science. Car on parle beaucoup de la science, et des gens disent parfois il ne faut pas de science sans conscience. Mais elle ne peut pas être sans conscience, parce que la science est faite par des hommes. Et tout être humain a un cœur
et une conscience. Et aucun être humain, même scientifique au fond d'un laboratoire, ne peut pas avoir l'humour et l'amour en même temps. Et vous l'avez tous, je suis sûr, ce soir ressenti dans le Dr Sid, qui cache sa sensibilité que je connais, que je sais très grande, parfois derrière de l'humour. C'est un scientifique, mais il a un cœur parce qu'il est humain, et puisqu'il a envie de blesser, de faire du mal à personne. Et c'est ça qu'il faut comprendre. La science, c'est un espoir. Car s'il y a un Dieu pour ceux qui y croient, et pour nous c'est des créateurs, il a placé dans l'homme la science et la conscience ensemble et indivisibles. On ne peut pas trancher les êtres humains comme des saucissons. On est un et indivisible. On a des émotions, et vous avez vu que le docteur Sid en a. On a des sentiments. Et la science qui fait des monstres et qui fait du mal, c'est des histoires d'Hollywood, ça n'existe pas. Tout homme veut le bien de ses frères et de ses sœurs êtres humains. Tout homme a des bons sentiments, veut le bien de l'humanité. Et la science, et les scientifiques aussi, parce que la science est faite d'êtres humains, qui ont un cœur, qui veulent vivre plus longtemps pour nous faire rire et pour nous enthousiasmer plus longtemps. Et je voudrais, pour conclure, remercier de leur venue à Montréal Randolph Wicker et Richard Sid. Merci à tous.